Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. On se dit tout pour partir à la rencontre de nos invités pour savoir eh bien, leur histoire, leurs secrets, leurs coulisses et puis leurs combats aussi. Et j'accueille aujourd'hui Elisabeth Moreno. Bonjour Elisabeth. Bonsoir Arnaud. Je suis très heureux de vous accueillir dans l'émission On se dit tout. Alors c'est une belle promesse, On se dit tout. Évidemment c'est compliqué. Vous avez été ministre délégué à l'égalité femmes-hommes, à la diversité et à l'égalité des chances de juillet 2020 à mai 2022. Et puis vous avez eu évidemment une carrière de chef d'entreprise, une carrière entrepreneuriale aussi. Vous avez dirigé les Novos. D'abord, un tout petit mot. Quand on regarde votre vie, on se dit, et je le dis avec un peu d'émotion, vous incarnez la résilience. Ouais. Vous incarnez la capacité de se reconstruire malgré toutes les difficultés de la vie. Et je parle de votre vie dès l'enfance. Maman toute seule qui galère, le papa qui travaille très loin, une vie modeste. Et vous êtes arrivée à émerger, à devenir quelqu'un. Ouais. Vous êtes résiliente. Oui, je crois que résilience, c'est le terme qui correspond le mieux au parcours de vie que j'ai eu. Et c'est un terme qui est d'autant plus important qu'aujourd'hui, tout le monde doit être résilient. On vit à une époque où on ne contrôle plus grand-chose, où il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, où les informations qui sont vraies aujourd'hui, demain, peuvent être complètement différentes, où les moyens dont nous disposions il y a quelques années, aujourd'hui, sont de plus en plus rares. Donc oui, c'est vrai que ma vie est la vie de quelqu'un de résilient qui tombe et qui se relève, parce que c'est une question de survie finalement. Hein. Vous êtes résilient parce que vous n'avez pas le choix. Et puis finalement, il y a aussi, moi je veux transmettre des messages d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, je crois que c'est de ça dont on a besoin. Et mon parcours montre que tout est possible dès lors qu'on reste courageux, déterminé, qu'on s'entoure des bonnes personnes et qu'on se dit que tant qu'on n'est pas mort, on peut continuer d'avancer. Ça, c'est la phrase de Nietzsche. Hein. Voilà, tout ce qui ne me tue pas me rend fort. Exactement. Je trouve que ça incarne très très bien votre parcours depuis votre plus tendre enfance au Cap-Vert, puis arrivé à Paris, à Athis-Mons, si je ne m'abuse. Et puis ce parcours, et puis cette mise en lumière, parce que c'est vrai que vous avez dirigé les Novos, vous avez eu des responsabilités importantes, mais la lumière, elle est forte quand on est ministre. La pression est forte aussi. Est-ce qu'il y a chez vous des regrets d'avoir quitté cet univers, ou après tout, quand vous étiez rentré dans la carrière, pour mettre des guillemets, vous vous êtes dit, tout ça est un CDD, on est de passage, et je le fais avec passion, et puis je ferai autre chose après? Je crois qu'il est important de se dire que la vie n'est qu'une histoire de passage. Rien ne dure, ni le meilleur, ni le pire. Et ça aussi, c'est un message d'espoir. Parce que se dire qu'on peut avoir une carrière, et je connais plein de gens qui se disent « je vais faire ça toute ma vie », c'est pas comme ça que ça se passe. On ne décide pas toujours de la manière dont les choses vont se passer. Moi, j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 20 ans parce que je ne trouvais pas le métier, on ne m'offrait pas les responsabilités dont je rêvais. Ça, c'est vrai pour beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et c'est vrai pour beaucoup de jeunes. Et j'aime beaucoup citer cette phrase de Toni Morrison qui dit « Si vous voulez lire un livre qui n'a pas encore été écrit, écrivez-le ». Moi, j'ai écrit quasiment chaque page de l'histoire de ma vie parce qu'à chaque fois, on ne m'attendait pas là. À chaque fois, on me disait que ça n'était pas pour moi. À chaque fois, on me disait que ça n'était pas ma place. Et à chaque fois, on me renvoyait à quelque chose qui correspondait peut-être à l'idée que les gens se faisaient de moi, mais elle ne correspondait pas du tout au rêve que j'avais pour ma vie. Je dis aussi souvent qu'on ne choisit pas, vous avez rappelé un peu mon parcours de vie, moi je dis très très souvent aux jeunes qu'on ne choisit pas de naître femme ou homme, on ne choisit pas de naître pauvre ou riche, on ne choisit pas de naître à la campagne ou à la ville. En revanche, on choisit ce que l'on fait de ce que l'on a. Et moi j'avais peut-être pas beaucoup, mais j'avais décidé d'en faire quelque chose de grand. Aujourd'hui, vous avez quitté le ministère, vous avez quitté, comme on dit, les ors de la République, mais comment vous transformez? Qui êtes-vous aujourd'hui, Elisabeth Moreno? Où est-ce que vous vous engagez? Parce que vous êtes une femme d'engagement.
Moi, je suis une femme d'engagement. Je suis engagée depuis que je suis rentrée à l'université. J'ai commencé à m'occuper des personnes en situation défavorisée parce que venant de ce cadre-là, je sais combien c'est difficile parfois de surmonter les obstacles. Je me suis occupée des femmes, je me suis occupée des jeunes. Et puis, dans le monde de l'entreprise, quand vous êtes leader, vous vous occupez aussi de vos collaborateurs et de vos collaboratrices. Ensuite, j'ai fait de la politique et c'était aussi servir un pays. Donc, c'est aussi s'occuper des femmes, s'occuper des personnes issues de la diversité, de toutes les diversités, parce que quand on parle de diversité, on pense tout de suite aux Noirs et aux Arabes. La diversité, c'est le handicap, c'est habiter dans une zone rurale, c'est être éloigné de tout quand vous avez... on sait combien, quand on habite à la campagne, la mobilité est quelque chose de difficile. Donc, tout le monde est divers, mais il y a des diversités qui rencontrent plus de difficultés que d'autres. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un de très, très riche en termes d'expérience de vie, expérience de la vie privée, expérience de la vie entrepreneuriale, expérience de la vie politique qui m'est tombée dessus, mais ça a été un très une gros expérience... bagage. Mais comment on les ouvre, ces valises, pour les transformer sur un autre projet? J'ai vu que vous prépariez, peut-être me trompais-je, mais l'idée d'un fonds qui puisse accompagner aussi des investissements en Afrique. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur... Moi, je crois immensément à l'indépendance économique. Je crois que l'émancipation économique et financière, ça passe par là. C'est ce qui donne la dignité aux gens, ne pas avoir à mendier. Les personnes qui pensent que certaines personnes se lèvent le matin et sont heureuses d'attendre que la pluie tombe et qu'elles vont bénéficier du RSA et de l'allocation familiale parce que c'est... Mais qui rêve d'avoir une vie où vous vous asseyez dans votre canapé, vous regardez des programmes stupides à la télévision, vous scrollez sur Instagram et TikTok toute la journée, mais qui rêve d'avoir une vie comme celle-là? Et je pense que la possibilité de s'émanciper, d'avoir un emploi dans lequel on se sent bien, dans lequel on peut construire, de gagner sa vie et d'être digne, finalement. D'être digne, vivre dignement, eh ben, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, quand vous me demandez ce que je fais aujourd'hui, j'ai envie de continuer d'accompagner les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi, ces femmes qui ont des idées d'entreprise extraordinaires mais qui peinent à trouver des financements, ces personnes qui sont issues des quartiers défavorisés ou des zones rurales et qui ont des projets mais qui ne trouvent pas l'écosystème qui leur permet de le mettre en œuvre. C'est à ça que j'ai envie de m'attaquer. Parce que quand on parle de transition énergétique, quand on parle de transition écologique, on parle des finances, on parle des process, on parle des outils. À quel moment on va parler des humains? Donc moi, j'ai envie de capitaliser sur l'humain. Avec évidemment toute l'expérience que vous avez évidemment accumulée, tant sur la vie politique que la vie entrepreneuriale. Effectivement, c'est d'une puissance incroyable et on attend évidemment de voir comment vous allez modéliser tout cela. Mais je vous en parlerai avec joie dans quand quelques tout cela sera un peu plus avancé, j'imagine. Vous connaissez la formule de notre émission, 2 partenaires, Excelia et Divine. On commence par la question Excelia, question que vous avez choisie parmi une liste de questions posées par les étudiants et on découvre évidemment votre question. Question d'Excelia, groupe d'enseignement supérieur, 5000 étudiants, 40 000 diplômés, 5 sites et des questions d'étudiants. La vôtre, Elisabeth Moreno, l'égalité des chances, notamment dans l'accès à l'éducation, puis à l'emploi, puisqu'on vient d'en parler, est primordiale. Quel dispositif mettre en place pour réduire ces écarts, permettre à ceux qui sont isolés, éloignés, de pouvoir accéder dans les meilleures conditions à une formation puis à un emploi? Cette question, elle est importante pour moi parce que Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante qui soit pour changer le monde. Mais encore, faut-il savoir quel type d'éducation. Les personnes qui grandissent dans les quartiers défavorisés ou dans les zones défavorisées de nos territoires, elles ont besoin de savoir quelle formation faire. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui m'ont dit à l'âge de 20 ans qu'ils découvraient l'ENA ou qu'ils découvraient Sciences Po. Si vous ne savez pas quelles études supérieures vous pouvez faire pour prétendre à quel genre de métier, comment voulez-vous faire les bons choix? Donc l'information sur ces études qui sont accessibles est déjà quelque chose de très important. Il y a un autre sujet, c'est aussi le sujet du réseau. Évidemment. C'est tellement
fondamentale. Bien sûr. Moi, je crois que si Oui. on n'aide pas les jeunes à sortir de cette assignation à résidence dans laquelle parfois ils s'auto-censurent, Oui. dans Ouais, laquelle plafond de ils verre, on n'ose pas. s'interdisent, voilà, Ouais. ils s'interdisent d'aller vers des choses parfois par peur, parfois parce qu'ils les ignorent, eh bien c'est assez compliqué. Donc il faut les aider, il faut favoriser cette mixité sociale, donner la possibilité à ceux qui savent plus de partager avec ceux qui savent moins, et ceux qui savent moins de choses sur les réseaux scolaires peuvent savoir d'autres choses Oui. qu'ils Oui. ont aussi à donner. Donc il y a des Regardons-nous, croisements. croisons-nous. Et il y a des ponts à créer qui aujourd'hui ne sont pas là. Et puis, moi, je crois beaucoup au mentorat. Je ne sais pas si on aura l'occasion Non, d'en mais j'allais parler. Donc, l'évoquer. voilà. C'est Mais du mentorat dont vous faites chef d'entreprise, décideur, dirigeant, qui puisse prendre un peu de temps. le mentorat est essentiel dans le milieu scolaire, il est essentiel dans le monde de l'entreprise. On a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un. Et on peut, quand on est mentor, on peut penser qu'on donne son temps par générosité. Mais on apprend également beaucoup quand on est mentor. On apprend sur soi, on sait ce qu'on sait, mais on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Et moi, j'ai mentoré des personnes qui m'ont posé des questions sur des sujets que je suis allée découvrir parce que je les ignorais. Donc il y a vraiment Oui, bien sûr. des intérêts communs dans le mentorat, dans le sponsorship, dans l'accompagnement de l'autre est quelque chose d'extrêmement nourrissant des deux côtés. Nourrissant, ça sera la question Divine, qui est notre partenaire, qui est un concept très innovant pour apprécier, boire le vin à température et au verre, ce qui fait qu'évidemment on économise peut-être des quantités d'alcool un peu exagérées, faut-il le dire. C'est la question Divine qui vous a été posée. Question Elisabeth Moreno, pour venir peut-être prolonger cette question de l'égalité des chances, pour peut-être d'ailleurs que vous nous en disiez un peu plus aujourd'hui en exclusivité sur ce fonds en direction de l'Afrique. Il y a un débat autour de l'alimentation, de l'eau, de l'accès aux ressources vitales. C'est un sujet qui touche l'Afrique et on découvre que c'est un sujet aussi qui touche les populations les plus défavorisées. L'eau va devenir l'une des questions les plus essentielles de notre planète dans les années à venir, pas seulement sur le continent africain. Ce fonds, par ailleurs, ce n'est pas qu'un fonds tourné vers l'Afrique, c'est un fonds international et il partira de la France. Parce qu'il y a également beaucoup de choses à faire en France et je suis très attachée à la France. Voilà, vous nous dévoilez un petit coin de voile. Voilà, on lève un je point de vous voile. dévoile, doucement. je crée un peu de mystère Voilà. pour garder votre intérêt. Donc, je pense que cette question de l'eau, que ce soit sur le continent africain, mais vous avez aussi dans nos territoires ultramarins, j'étais en Guadeloupe il n'y a pas très longtemps, certains foyers ont des difficultés à avoir accès à l'eau potable. Donc, cette question de l'eau, il faut pouvoir embarquer le plus grand nombre, il faut prendre conscience de l'importance de cette eau. On a la chance de l'avoir coulée dans notre robinet. Il faut se rendre compte qu'il y a énormément de personnes sur cette planète qui sont obligées de faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau potable. La Guyane, donc, la Guyane aussi. Par exemple. Donc, c'est important, je crois, de sensibiliser notre jeunesse sur cette question et de rappeler que dans ces changements climatiques extrêmement importants dans lesquels nous sommes embarqués, la question de l'eau est une des questions qui crée les migrations. Quand vous ne pouvez plus boire, manger, quand vous ne pouvez plus avoir d'agriculture, eh bien vous êtes obligé pour votre survie de partir. On oublie souvent d'où viennent les questions migratoires et la question de l'eau en est une. Question de l'hémicycle, alors c'est très intéressant parce que là c'est une feuille blanche et l'hémicycle évidemment vous l'avez bien connu. Posez une question à ceux qui votent, qui font la loi, et vous les connaissez parfaitement, ces députés et l'univers de l'Assemblée nationale. Un jingle et la question de l'hémicycle avec cette feuille blanche devant les yeux d'Elisabeth Moreno. Elisabeth Moreno, vous avez la parole, face caméra, feuille blanche devant vous. Mais vous pouvez imaginer le nombre de choses que j'ai à dire sur les questions d'égalité des chances et je voudrais d'abord dire à tous nos parlementaires combien je me rends compte que leur travail est complexe aujourd'hui, mais leur dire que face aux inégalités croissantes qui existent aujourd'hui dans notre pays et partout dans le monde, je pense qu'il y a un travail colossal à faire pour que chaque citoyen et citoyenne de notre pays se sente à sa place, indépendamment de
son origine culturelle, de son origine sociale, et qu'il puisse avoir le sentiment qu'il peut contribuer à la vie économique de notre pays. Ils sont nombreux à le vouloir et à ne pas pouvoir le faire, et je pense que votre travail en tant que parlementaire, c'est de faire en sorte que tous les Français, d'où qu'ils viennent, trouvent leur place dans notre société et qu'ils contribuent à faire de notre pays la grande France qu'elle rêve d'être. Ça sera le mot de la fin. Je ne rajouterai rien. Merci pour cette question à l'hémicycle. Merci Elisabeth Moreno d'être venue nous lever un début de coin de voile de ce que vous êtes en train de préparer, qui partira de France et qui sera probablement une aide précieuse. Je reviendrai si vous m'invitez, parce que c'est un magnifique projet qui embarquera les sociétés civiles, les politiques publiques et évidemment les entreprises, parce que nous avons besoin les uns des autres pour traverser cette tempête. Et aider les pays d'Afrique, évidemment, ils en ont grand besoin. Merci Elisabeth Moreno d'être venue nous rendre visite, c'était un vrai plaisir. Merci à vous, merci pour votre fidélité, évidemment. On se retrouve pour un prochain numéro dont on se dit tout. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.